Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nom incontournable de la science française et même mondiale. Claude Bernard. Né en 1813, mort en 1878, on dit souvent que c'est le père de la physiologie moderne et aussi de la médecine expérimentale. Tout à fait. Pour creuser un peu tout ça, on s'appuie sur un article très détaillé de Vincent Génène qui retrace bien son parcours, ses idées. Oui, un excellent point de départ. L'idée, c'est de comprendre qui était cet homme, au fond, quelles sont ses découvertes majeures, celles qui ont vraiment secoué la science de l'époque, et pourquoi est-ce que ça nous parle encore aujourd'hui. C'est ça. Il avait cette phrase d'ailleurs, « Pour un homme de science, il n'y a pas de science séparée de la médecine ou de la physiologie, il y a seulement une science de la vie. » Une vision très unificatrice déjà, ça montre bien son état d'esprit. Et son parcours perso est assez étonnant. Il est né dans le Beaujolais, début scolaire, bon, pas brillant apparemment. Non, pas vraiment. Et sa première passion, c'était le théâtre. Il a écrit des pièces, une comédie, La Rose du Rhône, une tragédie, Arthur de Bretagne. C'est vrai que ça surprend, hein. On est loin du labo là. Carrément. Et c'est finalement un critique parisien qui lui dit en gros de laisser tomber la littérature. Et c'est là qu'il s'inscrit en médecine à Paris en 1834. Oui, ce virage est assez fascinant. On peut se demander s'il n'y a pas une sorte de lien quand même. Le dramaturge qui veut comprendre l'âme humaine, et puis le scientifique qui va chercher à comprendre les mécanismes du vivant. C'est une belle idée ça. Et son intérêt pour la philo aussi. Descartes, le doute méthodique. Ça a sûrement joué un rôle dans la rigueur qu'il va développer plus tard. Sans doute. Mais la rencontre clé, c'est avec François Magendie, professeur au Collège de France. Magendie, c'était déjà un pionnier de ce qu'on appelait la physiologie expérimentale. C'est-à-dire ? Étudier comment le corps fonctionne, mais par l'expérience active. Pas juste observer ou décrire l'anatomie. Magendie remarque que Bernard est habile de ses mains, et il le prend comme préparateur en 1841. Et là, Bernard trouve sa voie. D'accord. Alors allons-y. Sa carrière scientifique décolle vraiment vers 1847. Il enchaîne les découvertes importantes. Oui. L'une des premières, c'est sur le pancréas, au printemps 1848. Il met au point une technique assez fine, une fistule pancréatique sur un chien, pour collecter le suc pancréatique. Exactement. Et son idée de départ, son hypothèse, c'était que ce suc devait agir un peu comme le suc gastrique sur tous les aliments. Oui, et c'est là qu'on voit tout de suite sa méthode en action. Parce que l'expérience, en fait, elle confirme pas du tout ça. Ah bon ? Non. Il observe que le suc pancréatique, il a une action très spécifique, très puissante, mais sur les graisses. Il les émulsionne, quoi. Il les rend assimilables. D'accord. Alors, c'est une grosse découverte sur la digestion, bien sûr. Mais c'est surtout un exemple parfait de cette démarche. Le fait expérimental contredit l'idée de départ. Eh bien, c'est le fait qui prime. Il faut accepter de jeter son hypothèse à la poubelle si elle colle pas. Cette rigueur, cette honnêteté intellectuelle face aux faits, même quand ils dérangent, ça va le conduire à une autre grande énigme quelques mois plus tard. L'histoire du sucre dans le corps. Ah oui, le sucre. On mangeait était brûlé directement par la respiration, et que seuls les végétaux pouvaient en fabriquer. Bernard, lui, il veut savoir où disparaît ce sucre dans le corps. Logique. Alors il analyse le sang de chiens, des chiens nourris qu'avec de la viande, donc sans sucre extérieur, et même des chiens à jeun. Et là, surprise totale. Qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve du sucre, et pas qu'un peu, dans le sang qui sort du foie, par la veine hépatique. Mais alors que les chiens n'en avaient pas mangé. Exactement. C'est incroyable. Ça va à l'encontre de toutes les idées reçues de l'époque, ça. Le sucre, il ne fait pas que disparaître, il peut aussi apparaître dans le corps, même sans en manger. Voilà. Alors là, ça a dû le stimuler, il a dû multiplier les expériences, j'imagine. Toujours avec cette rigueur, cette ingéniosité qu'on lui connaît. Voilà, tout à fait. Il va même faire une expérience assez radicale. Il prend un foie isolé, il le perfuse avec de l'eau pour le laver de tout son sucre. Il le laisse reposer quelques heures, à température ambiante. Et il analyse à nouveau l'eau de lavage. Le sucre est revenu. Ah ouais, la preuve est faite là. C'est la preuve irréfutable que le foie fabrique du sucre. Et en 1857, il réussit même à isoler la substance qui est responsable de ça. Une sorte d'amidon animal, qu'il appelle glycogène. Le glycogène. Cette découverte de la fonction glycogénique du foie, c'est un tournant fondamental. Ça change complètement l'image qu'on avait du foie. C'est plus juste un filtre. Exactement, c'est plus juste un organe qui nettoie, un filtre passif. C'est une véritable usine métabolique.
capable de produire, de stocker et de libérer du glucose. En gros, de gérer les réserves d'énergie du corps. Impressionnant. C'est une révolution conceptuelle, vraiment. Ça ouvre la porte à toute la compréhension moderne du métabolisme énergétique, comment il est régulé, et puis ses problèmes, comme le diabète. L'idée que le corps gère activement ses propres ressources internes, elle est née là. Et il ne s'arrête pas là, hein. Après le foie, il s'intéresse à la circulation sanguine, à sa régulation. Oui. Il montre qu'il existe des nerfs spécifiques, les nerfs vasomoteurs. Certains rétrécissent les vaisseaux sanguins. Les vasoconstricteurs. C'est ça. Et d'autres les dilatent. Les vasodilatateurs. Voilà. C'est la base pour comprendre comment la pression artérielle est régulée, comment le flux sanguin s'adapte aux besoins des différents organes. Il touche vraiment à des mécanismes physiologiques essentiels. On pourrait aussi parler de ses travaux sur les nerfs qui commandent la salivation, ou encore sa démonstration très élégante sur le monoxyde de carbone. Le CO, oui. Il montre comment ce gaz toxique agit. En fait, il bloque la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène. Du coup, les cellules sont asphyxiées au niveau moléculaire. C'est très précis. Quelle production scientifique! C'est foisonnant et la portée est énorme. On imagine l'impact à l'époque. Ah oui, l'impact est immense. Bernard devient une star scientifique internationale. Même en Allemagne, où la physiologie était très en pointe, on reconnaît son génie. Ah oui? Oui, il y a ce célèbre physiologiste allemand, Dubois-Reymond, qui dit en 1860, avec une pointe d'admiration un peu forcée, on sent que Bernard force désormais tout le monde à regarder vers la table de vivisection du Collège de France. La classe. Il impose Paris comme un centre majeur pour la recherche biomédicale. Et toutes ces découvertes, faites souvent en allant contre les idées reçues, ça l'amène à réfléchir sur sa propre façon de travailler, sur sa méthode. Exactement. C'est d'ailleurs pendant une période où il est malade, un peu en retrait, qu'il va mettre tout ça par écrit. Oui, et ça va donner en 1865 son livre le plus célèbre et sans doute le plus influent, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Ah, le fameux. C'est ça. Et ce n'est pas juste un résumé de ses travaux, c'est un vrai manifeste. Il codifie la méthode scientifique telle qu'on peut l'appliquer à la biologie, à la médecine. C'est un livre qui va marquer des générations de chercheurs. Et quels sont les grands principes qu'il y défend? Alors d'abord, il pose le principe du déterminisme. Pour lui, même si la vie a l'air complexe, changeante, les phénomènes biologiques obéissent à des lois physico-chimiques strictes, absolues. Il écrit même « La négation de cette proposition ne serait rien d'autre que la négation de la science elle-même ». C'est parce qu'il y a ces lois que l'expérimentation est possible et que les résultats peuvent être reproduits. C'est la condition sine qua non, en fait. C'est un postulat de base, absolument. Sans cette conviction qu'il y a des règles sous-jacentes, ça servirait à quoi d'expérimenter? C'est ça qui lui permettait, par exemple, face à un résultat bizarre comme celui du sucre pancréatique, de ne pas se dire « bon, c'est le hasard », mais de chercher la règle, le mécanisme constant derrière. Logique. Et ensuite? Ensuite, il affirme la supériorité absolue du fait expérimental sur la théorie ou sur l'autorité des maîtres. Une observation bien faite, prouvée par l'expérience, doit toujours l'emporter sur une idée préconçue, même si tout le monde y croit. Le fameux « les faits sont têtus ». C'est un peu ça. Et il insiste beaucoup sur le dialogue permanent entre l'induction, partir des faits pour construire une idée, une hypothèse, et la déduction, partir d'une théorie pour imaginer des expériences qui vont la tester. Ce va-et-vient. Oui, ce va-et-vient est au cœur de sa démarche. L'hypothèse, c'est pas une vérité tombée du ciel. C'est une question qu'on pose à la nature. Et c'est l'expérience qui donne la réponse. Bernard souligne aussi que l'hypothèse est super importante pour guider l'expérimentation. Elle permet de savoir quoi chercher, quoi tester. Et il y a un autre truc très moderne chez lui, c'est qu'il est conscient que les théories scientifiques sont périssables en quelque sorte. Ah oui, tout à fait. Il dit que les théories ne sont que des vérités partielles et provisoires. Elles sont destinées à être remplacées par d'autres, meilleures, au fur et à mesure qu'on avance. Il a même cette phrase un peu choc. Quand on a trouvé une théorie, la seule chose vraie, c'est qu'une telle théorie est fausse. C'est remarquable cette phrase. Il anticipe d'une certaine manière ce que dira bien plus tard Karl Popper au XXe siècle sur la réfutabilité comme critère de la science. C'est vrai. Cette humilité face au savoir, cette idée que la science avance en corrigeant ses erreurs plutôt qu'en empilant des vérités définitives, c'est waouh, c'est toujours aussi pertinent aujourd'hui. Et il insiste aussi sur un point, le scientifique doit chercher le comment ça marche. Établir les liens de cause à effet, pas se perdre dans le pourquoi qui pour lui relève de la métaphysique, inaccessible à la science. D'accord. Au-delà de la méthode, il y a ce concept phare, le plus célèbre peut-être de Bernard, le milieu intérieur.
Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça, c'est une idée d'une profondeur incroyable. Bernard remarque que les organismes complexes, comme nous, les mammifères, on arrive à maintenir nos conditions internes, température, composition du sang, etc., très stables. Et ce, même si dehors, l'environnement change beaucoup. Il postule alors que cette capacité à réguler, à maintenir constant cet environnement intérieur, le sang, la lymphe qui baigne toutes nos cellules, c'est ça la condition essentielle pour une vie évoluée. Une vie qui peut s'affranchir un peu des contraintes extérieures. C'est là qu'arrive sa phrase célèbre « Fluidita milio interiore » est la condition d'une vie libre et indépendante. Exactement. Et il donne des exemples concrets. La régulation de la température chez les animaux à sang chaud, le fait que la concentration d'oxygène, de nutriments dans le sang reste stable, le taux de sucre sanguin aussi d'ailleurs, ce qu'il avait contribué à éclaircir avec ses travaux sur le foie. Tout à fait. La fonction glycogénique du foie, par exemple, on peut la voir comme un mécanisme clé pour maintenir la stabilité de ce milieu intérieur. Elle assure que les cellules reçoivent du glucose de façon constante, qu'on ait mangé ou pas. Je vois. Ce concept de milieu intérieur, ça change complètement la perspective. On regarde plus seulement l'anatomie, la structure. On s'intéresse aux processus dynamiques, aux régulations, qui permettent au corps de fonctionner comme un tout cohérent, autonome. Ça ouvre tout le champ de l'étude des régulations physiologiques. Et ce concept, il va faire son chemin. Ah oui, énormément. C'est le précurseur direct de ce que Walter Cannon, un physiologiste américain, appellera plus tard, en 1926, l'homéostasie. L'homéostasie. Oui. L'homéostasie, c'est précisément l'ensemble de tous les processus qui permettent de maintenir activement cet équilibre, cette stabilité du milieu intérieur. On peut dire que toute la physiologie moderne repose d'une certaine façon sur cette idée fondatrice de Bernard. Et cette vision, très ancrée dans l'expérience, dans la compréhension des mécanismes, ça a dû influencer sa vision de la médecine, j'imagine. Forcément. Oui. Il milite pour une médecine qui ne soit plus seulement empirique, basée sur l'observation des symptômes, sur l'expérience clinique plus ou moins réussie. Il veut une médecine vraiment scientifique. Fondée sur la physiologie. Exactement. Fondée sur la connaissance des processus physiologiques, qu'ils soient normaux ou pathologiques. Pour lui, le laboratoire, c'est le véritable sanctuaire de la science médicale. L'hôpital, c'est juste l'antichambre. C'est là qu'on observe les maladies, mais c'est pas là qu'on comprend comment elles marchent en profondeur. Le médecin doit devenir un expérimentateur, comprendre le comment de la maladie et aussi comment agissent les remèdes. Et cette vision a eu un impact énorme et qui dure encore sur la recherche biomédicale, sur la formation des médecins partout dans le monde. C'est d'ailleurs assez ironique quand on pense que Bernard lui-même, il a souvent bossé dans des conditions matérielles très modestes. Ah oui. Oui, des labos tout petits, mal équipés, bien loin des grands instituts de recherche d'aujourd'hui. Mais son génie, c'était aussi ça, cette capacité incroyable à partir de faits très particuliers, d'expériences très ciblées, pour en tirer des lois générales. Comme il disait, les faits particuliers ne sont jamais scientifiques. Seule la généralisation peut établir la science. Partir d'une grenouille, d'un lapin. C'est ça, d'une expérience sur le curare ou sur le sucre, et hop, il en tirait des principes fondamentaux sur le fonctionnement du vivant. En tout cas, cette contribution immense, elle a été reconnue de son vivant. Il est élu à l'Académie française en 1868. Il prend le fauteuil de son ancien maître, Magendie. Beau symbole. Et à sa mort, en 1878, la République lui fait un honneur exceptionnel, des funérailles nationales. C'était la première fois pour un scientifique en France. Il est enterré au Père-Lachaise. Une reconnaissance méritée. Alors, si on essaye de résumer cet héritage, Claude Bernard, c'est vraiment un architecte de la biologie et de la médecine moderne. Pas seulement pour ses découvertes pancréas, foie et glycogène, nerfs vasomoteurs, action du CO2. Qui sont déjà énormes en soi. Oui, mais surtout, il a forgé les outils intellectuels, la méthode pour explorer scientifiquement le vivant. La méthode expérimentale rigoureuse, et puis ce concept révolutionnaire de milieu intérieur. L'idée que la clé de notre autonomie, de notre vie libre et indépendante, c'est la stabilité de notre monde intérieur. C'est une très bonne synthèse. Il a vraiment posé les bases sur lesquelles une grande partie de la science du XXe siècle s'est construite. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Je vous écoute. Bernard, il définit cette vie libre et indépendante par la capacité à maintenir stable le milieu intérieur face aux agressions extérieures. Or, aujourd'hui, notre compréhension du vivant, elle est devenue beaucoup plus complexe. On découvre l'importance énorme d'acteurs que Bernard ne pouvait même pas l'imaginer. Je pense au microbiote, par exemple. Nos bactéries intestinales, etc. Exactement.
Ces milliards de bactéries qui vivent en nous, qui interagissent constamment avec nos cellules, qui influencent notre métabolisme, notre immunité, peut-être même notre humeur. On comprend aussi mieux l'épigénétique, comment l'environnement peut changer l'expression de nos gènes et donc notre physiologie. Alors, face à cette vision d'un organisme beaucoup plus poreux, plus interconnecté, un vrai écosystème en dialogue permanent avec l'intérieur et l'extérieur, comment est-ce que ce concept de milieu intérieur est revisité? Est-ce qu'il est étendu, voire remis en question? C'est quoi aujourd'hui les nouvelles frontières de cette stabilité qui nous garantit notre autonomie, alors que les limites entre le soi et le non-soi semblent de plus en plus floues? Question passionnante, qui montre bien que même les concepts les plus fondamentaux continuent d'évoluer avec la science. Une belle ouverture.